Nous allons procéder à la prochaine pointe dans l'ordre du jour, s'il te plaît, le 6503. La prise. C'est qui la proposante? Monsieur, chef de l'opposition. On va essayer de faire ça un peu rapidement. Donc, on a présenté une motion qui veut suggérer des mesures assez concrètes pour améliorer la situation avec les différents chantiers. Je pense qu'au cours des derniers mois, depuis le début de l'année en fait, on a apporté à chaque séance une motion à cet égard-là. Et les propositions qui sont faites ici sont quand même assez détaillées. C'est évidemment suite à notre volonté de pouvoir proposer des mesures concrètes que l'administration peut rapidement implanter à cet égard-là. Je pense que nous reconnaissons tous qu'il y a des défis, il y a des opportunités d'amélioration à cet égard, et que, justement, il y a certains éléments qui sont assez intéressants. Nous savons également l'opportunité de pouvoir utiliser et des incitatifs positifs financiers, des bonus, et également des mesures plus coercitives, des pénalités qui sont déjà utilisées de façon générale à la Ville de Montréal. Alors, je comprends qu'il y a des choses qui sont assez évidentes. Je ne vais pas relire toutes les attendues. Nous comprenons assez bien le dossier à cet égard. Je vais m'attarder sur les résolus. J'aimerais par contre apporter une petite correction. Il y a une erreur dans un des attendus qui devait être fait. C'est dans le deuxième attendu de la deuxième page, mais disons que ça va être l'attendu qui dit attendu que le contrat donné à Eurova Concordia Grand Projet. Il est dit qu'il n'y a ni clause boni, ni clause pénalité, c'est plutôt il y a ni clause boni seulement. Il y a une clause pénalité, c'est une erreur, je m'en excuse. Mais mis à part cela, nous pensons également qu'on a l'opportunité. On a l'opportunité d'utiliser des clauses boni. Je m'y connais bien parce que c'était à ma suggestion que les services, dans le temps, le SIVT, le service des infrastructures, voulaient absolument aller de l'avant. On a commencé à les utiliser en 2015-2016 de façon limitée. On sait que ça a continué et puis on voit que c'est utilisé à bonne séance. Alors moi, dans le résolu qu'on propose, ce n'est pas nécessairement d'augmenter le critère. Le critère est déjà assez bien connu. On veut l'utiliser où il y a un impact majeur, où il y a un impact pour les artères commerciales, ainsi que d'autres enjeux au centre-ville, entre autres, pour des projets d'envergure. Par contre, là où on voit une différence, c'est sur le quand l'utiliser. À combien. Et ce qu'on peut constater que de façon générale, ils ont été utilisés au début, et ça continue à être le cas, pour qu'on puisse essayer de s'assurer qu'ils vont terminer en moyenne jusqu'à une semaine en avance. Ce n'est pas toujours le cas exactement, mais ça semble être plus ou moins le cas par le nombre de boni qui est permis, qui peut être octroyé en vertu de devis technique. On a un exemple récemment, justement sur un des chantiers de Sainte-Catherine-Ouest, où on veut, sur un chantier de 21,5 millions de dollars, permettre un boni de 100 000 dollars, donc terminé 5 jours plus tard. Vous comprendrez que, d'un point de vue gestion de chantier, qui peut durer 18 mois ou 2 saisons complètes, si ce n'est plus, que essayer de gérer ça pour un 5 jours, ce n'est pas intégrant incitatif. C'est le genre de, si jamais on termine à temps, on aura un petit boni. Ce n'est pas vraiment un grand incitatif de pouvoir compléter plus tôt. Donc nous, ce qu'on suggère, c'est de permettre justement de terminer bien plus tôt. Pas seulement de viser la date sur laquelle on veut terminer, ou quelques jours avant, mais d'une opportunité d'aller jusqu'à 30 jours. Je comprends que ça va avoir un impact financier. Nous comprenons que ça va nécessiter d'autres sommes. Nous, on voit ça comme un investissement, une opportunité, particulièrement où on ne veut pas nécessairement étendre ça aux centaines de chantiers de la Ville de Montréal. Ce n'est pas la demande. C'est de façon ciblée. C'est en moyenne 5 à 7, peut-être allant jusqu'à 10 chantiers par année qu'on vise. Et donc, nous, on pense que c'est un investissement qui vaille la peine et qui, comme nous savons, avons les fonds disponibles dans notre pays. Ça va avantager notamment le commerce local, ça va également donner un bon signal
aux citoyens à cet égard-là. Deuxième volet, c'est sur les pénalités. Les pénalités, comme nous le savons, en règle générale, il y a une pénalité de 0,1% du montant du contrat octroyé pour chaque journée en retard. On parle évidemment, en grosso modo, la règle, c'est 1 000 $ de pénalité pour chaque journée par tranche de 1 million de dollars. Donc, pour 1 million de dollars, un chantier d'1 million de dollars, s'il est en retard une journée, il va payer 1 000 $. Si c'est un chantier de 7 millions de dollars, ben, ça serait 7 000 $ par journée. Nous, ce qu'on demande, c'est de maintenir ce seuil. On ne demande pas de le changer de façon initiale. On demande toutefois qu'il y ait une clause escalier pour augmenter ça, une gradation, où après, par exemple, 7 jours, si on passe plus de 7 jours, là, on va doubler les pénalités. Au lieu que ce soit 1 000 $ par jour, par tranche d'1 million, ça sera 2 000 $. Maintenant, je sais que ça a été fait de façon très ponctuelle. Ça a été fait récemment de façon très ponctuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est élargir ça, que ça devienne la règle. La règle devrait être à l'effet qu'on puisse avoir ça dans nos cahiers de charges, dans tous nos chantiers. On ne devrait pas le faire de façon ultra exceptionnelle, comme ça a été fait récemment. C'est fait ailleurs. Ce n'est pas une nouveauté. C'est fait au MTQ, c'est fait dans d'autres villes. C'est une pratique qui est assez répandue. Et au fur et à mesure qu'on met à jour nos documents et nos devis, ben on pourra le faire. Dernier point. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait dans notre devis une clause qui disait que si jamais le chantier n'était pas réalisé avec une certaine célérité, on pourrait annuler l'appel d'offres. C'est la clause qui est toujours là. C'est important de l'avoir. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas traiter de façon ponctuelle avec des pénalités sur le fait que s'il y avait un retard, s'il y avait, certains l'appellent ça les chantiers fantômes, où un entrepreneur qui gère plusieurs chantiers veut prendre des équipes d'un chantier pour les amener à d'autres pendant une semaine ou même 2 semaines. Et là, on peut effectivement, notre seul recours était de pouvoir annuler l'appel d'offres. On comprend que c'est une mesure qui est très forte et qui est, à un certain point, contre-productive parce que ça va seulement retarder le chantier, ça va seulement retarder notre capacité de pouvoir faire avancer ce chantier. Ce qu'on voudrait, ce qu'on demande, ce qui est une mesure, donc une pénalité à ce contractant lorsque, justement, les célérités. S'il n'y a pas un champ qui est en activité sans une raison valide, il y en a, par exemple, la période initiale qui est de mobilisation. S'il y a un imprévu qu'on doit valider d'un point de vue technique ou sur les coûts. Donc, il y a des opportunités. Mais nous, on parle de certains chantiers où, par exemple, pendant 1 ou 2 semaines, il n'y a rien qui se passe, ça ne fait pas partie de l'échéancier, mais l'entrepreneur pourra essayer de se rattraper avant la phase finale. Alors, pour nous, ce sont des mesures concrètes. Je vais laisser peut-être M. Ouellet parler sur le 3e résolu, parce que je pense qu'il y a certaines nouveautés à cet égard depuis la semaine dernière. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Ouellet. Merci, Monsieur le Président. Donc, quand on lit la motion, c'est des choses intéressantes. C'est bon, évidemment, on veut tous des chantiers qui soient le plus efficaces, qui aient le moins d'impact, notamment au niveau des artères commerciales. C'est pas parce qu'on est la première ville canadienne, grâce à notre administration, qu'on est capable de supporter les commerces sur des rues commerciales lors des chantiers, qu'il ne faut pas aussi essayer de minimiser la durée des chantiers. Donc ça reste toujours une prémisse extrêmement importante. Ce que je comprends moins bien, c'est plus les aspects directifs. C'est-à-dire que quand on lit la motion, on dit oui, on en fait, mais c'est comme si on n'en faisait pas assez, qu'on n'était pas assez innovant, alors que pourtant, quand on regarde au niveau de ce qu'on fait, à la fois au niveau des bonis et des pénalités, on en a fait. Vous en avez commencé à en mettre lors du dernier mandat, mais on a continué à en faire. On en fait de plus en plus. Si on regarde juste, par exemple, au niveau des bonis, si on prend juste au niveau de l'année 2018,
Il y avait Désérable-Parthenay, Saint-Patrick-et-Montmorency, Saint-Michel, Saint-Denis, Notre-Dame. Cette année, en 2019, il y a Papineau, Sainte-Catherine qui sont en cours. Donc ça, c'est des bonis là, qui ont été... il y en a déjà là-dedans qui ont même été déjà versés. Donc ça veut dire que l'entrepreneur a réussi à atteindre ça. Il y a aussi... il y a des pénalités également. Mais ce qui apparaît pas dans la motion, notamment au niveau des contrats fantômes, c'est comme si on avait uniquement l'option entre boni, pénalité ou sinon rien du tout. Mais il y a d'autres choses qui existent pour essayer de mieux encadrer nos entrepreneurs. Bon, évidemment, il y a la surveillance de chantier. On croit à la surveillance de chantier. On a aussi créé notre escouade au niveau des chantiers pour être capable aussi de mieux cerner différentes problématiques. Mais quand on regarde uniquement au niveau des clauses administratives, on voit qu'il y a aussi des clauses qui existent pour des corrections de déficience. Hein? On peut appliquer 1 000 $ par jour de retard pour une déficience qui aurait été trouvée. Au niveau des chantiers fantômes, par exemple au niveau de l'occupation temporaire du domaine public, quand ce n'est pas autorisé, on a aussi des choses. 1 000 $ d'amende le premier jour, 2 000 $ le deuxième jour et 3 000 $ le troisième jour et chaque jour subséquent. On a aussi une autre clause à l'intérieur de des clauses administratives générales. Par exemple, quand un entrepreneur ne fait pas des travaux en continu. Donc, pour être capable, on peut imposer ces pénalités-là quand il ne fait pas des travaux en continu, parce que des fois, on sait, hein, il installe sa zone de chantier, on le voit au début, après ça, on ne voit rien, on le voit à la fin, ça peut être frustrant. Et donc, pour éviter que les entrepreneurs de par une stratégie de prix, décide d'étirer indûment les chantiers aux dépens des riverains et des citoyens. L'autre chose également, c'est on peut aussi, lorsqu'un entrepreneur n'exécute pas dans son contrat avec célérité et la diligence requise, on peut émettre un avis de redressement et même résilier le contrat. Dans l'avis de redressement, on peut même aussi, c'est même possibilité de faire appel à la caution. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et au-delà de ça, c'est pas comme si on avait arrêté là. On a décidé aussi d'innover. C'est-à-dire que pour la première fois à la Ville de Montréal, on a décidé de faire quelque chose d'unique pour le contrat, pour le 3e appel d'offres au niveau de Sainte-Catherine. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé lors de l'analyse du prix, donc de pas juste uniquement valider le prix et les compétences de l'entrepreneur, mais on a aussi regardé pour l'ensemble des entrepreneurs, l'entrepreneur devait nous soumettre à l'intérieur d'une fourchette qu'on avait établie d'un nombre minimum et maximum de jours, devait nous mettre son propre échéancier. Et après ça, l'échéancier, le minimum qu'il y avait, devenait après ça la cible à atteindre dans la formule, et après ça, chaque entrepreneur pouvait utiliser ça. Donc, vraiment, ce qu'on fait, on analyse cas par cas chacun des chantiers. Évidemment, ce genre de stratégie-là, on l'utilise comme pour les bonis et les pénalités, on l'utilise uniquement pour des chantiers complexes, pour des chantiers qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Mais le problème avec la motion, de la façon qu'elle est rédigée présentement, c'est qu'elle vient nous édicter, nous imposer certaines normes, alors que, malheureusement, surtout au niveau des pénalités, la jurisprudence pourrait, dans beaucoup de cas, si on appliquait à la lettre ce qui est écrit là, dire que non, regardez, la pénalité est abusive. Et on pourrait perdre. Au niveau des chantiers fantômes, je l'ai dit, on a déjà des normes internes qui l'appliquent. Sainte-Catherine aussi, c'est une autre façon d'encadrer ça. Et si on prend au niveau... en fait, je vais vous dire que le seul élément que je trouvais intéressant dans la motion, c'était au niveau du bilan des pénalités. Donc, j'ai fait sortir. Ça avait déjà été fait à l'époque. Ça n'a pas été fait pour l'année 2017, mais on est en train de préparer pour l'année 2018. Donc ça devrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais sinon, ce qu'on regarde au niveau des autres attendus, je ne trouve pas que d'imposer des normes strictes alors que chaque chantier est très différent, on fait l'analyse et c'est déjà ça qu'on fait. Donc, j'inviterai les collègues à voter contre cette motion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouellet. Monsieur chef de l'opposition. En droit de réplique, merci, Monsieur Ouellet. Oui, ce sont des mesures spécifiques. Personne n'a suggéré qu'elles sont limitatives. Personne n'a suggéré comme quoi rien d'autre est utilisé à la Ville de Montréal. Ce sont des mesures très concrètes sur lesquelles on pense qu'on peut aller de l'avant. Sur les bonis, comme j'ai dit, on n'est pas en désaccord du critère.
On n'est pas en désaccord au nombre de chantiers, aux qualités de chantier, au genre de chantier auquel on veut l'utiliser. Sur lequel il y a un désaccord, c'est qu'on veut que ce soit un plus grand incitatif. On ne veut pas nécessairement limiter ça à 5 jours, ce qui est en moyenne la période de temps sur lequel on peut avoir un boni. Nous, on pense que donner seulement un boni pour 5 jours, ça encourage à compléter à temps. Et si à la fin, il peut essayer de trouver et de terminer jusqu'à 5 jours à l'avance, il pourra le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que réellement pouvoir encourager de terminer bien avant, jusqu'à 30 jours. C'est notre objectif, une différence numéro 1. Numéro 2, les pénalités. C'est un critère qui est utilisé à plusieurs égards où il y a cette clause escalier où la pénalité, elle peut augmenter au fur et à mesure que le délai s'attarde. C'est justement sur laquelle on s'est inspiré. Il y a une analyse qui a été faite par les services. Si vous voulez, je peux vous donner la note de service où ça n'a pas été soulevé comme étant un enjeu. J'ai même rencontré dans le temps Maître Gagné pour avoir discuté de tous ces enjeux-là. Troisième point, d'autres mesures chantier fantôme. Alors, présentement, je veux dire, jusqu'au 6 mai 2019, les seules mesures qu'on avait, c'était pour manque de célérité et annuler le contrat. Depuis le 6 mai 2019, depuis la semaine dernière, il y a eu des changements au cahier de charges. Ou, c'est pour ça que j'ai dit dans mon intervention que j'allais vous laisser le soin de le nommer, comme quoi s'il y a une interruption de chantier, on pourra sévir. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a depuis des années, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra appliquer immédiatement sur les chantiers sur lesquels on a déjà octroyé, mais c'est quelque chose d'intéressant qui va être utilisé vers le futur. C'est pour ça que moi, je suis prêt à revoir le troisième résolu. Je suis prêt à le retirer parce qu'il y a une mesure concrète qui est très nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est un hasard que c'est venu? C'est sûr que ça se travaille depuis un bon moment. Mais je ne peux pas croire que c'est un petit hasard que c'est venu une semaine à l'avance. Tout le monde reconnaît qu'il y a d'autres mesures qui sont possibles. Nous-mêmes, on a d'autres mesures à suggérer. On essaie de le regrouper à travers des différentes thématiques. C'est ce qu'on fait ici, à cet égard-là. Alors, le dernier point, et vous mentionnez cela, comme quoi vous avez des chiffres, vous êtes en train de le colliger. Notre dernier résolu, c'est d'avoir un bilan annuel des pénalités et des bonnets appliqués au contrat de la Ville de Montréal. Alors moi, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si vous voulez vous engager, tout en votant contre la motion. Vous pouvez vous engager. Au pire, on fera une demande d'accès à l'information. Mais moi, je pense que ça serait encore meilleur que vous ferez de façon unilatérale ou volontaire de votre part, de le soumettre une fois par année au Conseil de Ville. Alors moi, j'encourage tout le monde à voter. Je suis prêt à retirer le troisième résolu si ça ferait une différence de la part de l'administration, mais sinon on pourra le voter tel quel. On pourra faire un vote à main levée. À main levée. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Bissonnette? Oui, c'est un droit de réplique, mais Monsieur Bissonnette, c'est à quel sujet? Non, c'est une erreur. Monsieur le leader? Madame la Présidente, malgré l'offre du chef de l'opposition, on va voter de manière nominale sur l'ensemble de l'œuvre, appuyé par ma collègue Émilie Tullier. Merci. Alors, un vote nominal a été demandé. On va faire sonner les cloches et ouvrir les portes.
Merci beaucoup. On va éteindre les cloches, fermer les portes. Alors, je vous demanderai de ne pas parler au téléphone cellulaire et aussi de garder le silence pendant le vote et de bien exprimer votre position bien fort. Alors, Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanou, Monsieur Wallet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Tuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Monsieur Dessarblay, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Darnay, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Mielet, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Bard, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagadi, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran, Pour 20 contre 34, la motion est rejetée. On ouvre les portes. Merci. Alors, nous allons procéder au prochain point. C'est M. Bissonnette? Alors, M. Bissonnette, à vous la parole. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour à vous Bonjour, tous. M. Bissonnette. Après discussion avec la leader adjointe de la majorité, Mme Émilie Tullier, et Mme Karine Boivin-Roy, leader de l'opposition officielle, ça a été une belle discussion entre deux femmes et un homme. C'était exceptionnel. Alors, même que le micro est parti, voyez-vous. Alors, il y a une ouverture de la part de l'administration pour modifier la date de l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville du 21 octobre 2019. Attendu que le 6 novembre 2016, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-16 qui oblige la tenue d'élections générales le troisième lundi du mois d'octobre, 4 ans après l'élection précédente, attendu l'élection fédérale de 2019, et le Conseil ordinaire de la Ville de Montréal d'octobre se dérouleront tous deux le lundi 21 octobre. Attendu que les élections provinciales du 1er octobre 2018 ont été une raison suffisante pour modifier les dates des conseils d'arrondissement, notamment dans les arrondissements de Rosemont, du Plateau-Mont-Royal, de La Salle, de Saint-Léonard, de Pierrefonds, qui ont modifié la date au 2 octobre 2018, et dans l'arrondissement d'Outremont, eux autres, ils ont dû ça venir avant. Dans leurs dates, les 12 dates qu'on adopte au mois de décembre, ils ont indiqué le 9 octobre. C'était des précurseurs. Nous, on a attendu un peu, on s'est fait prendre, on a changé la date.
Après discussion avec les deux leaders, alors voici l'opposition officielle, l'opposition et les députés indépendants peuvent présenter des motions, ça relève de nous. Quant à l'agenda relève de l'administration, nous allons tous travailler ensemble. On va commencer mardi, le 22 octobre à 9h30. Et il y a eu des discussions avec le bureau, avec le greffier, que la période de questions du public aura lieu à 7h pour 1h30. Et on s'entend qu'on va travailler ensemble, on va collaborer pour finir à 10h. Alors, c'est la résolution. Alors, je proposé par Michel Bissonnet, appuyé par Karine Roy-Boivin et Émile Tullier, que ce conseil municipal demande au comité exécutif, c'est le comité exécutif qui va décider, et le greffier va passer les avis dans les journaux, le devoir, bien évidemment, c'est lui qui c'est le meilleur marché, mais on va le mettre dans le soleil, dans le journal de Montréal. Que ce conseil demande au comité exécutif de réviser la date de l'Assemblée ordinaire du conseil de ville du 21 octobre 2019 afin de le reporter à une autre date, soit le 22 octobre 2019 à 9h30. Vous allez pouvoir aller voter cette journée-là. Vous allez pouvoir aller voter dans les écoles pour vous faire voir. Et puis vous allez être de bonne nouvelle à regarder les résultats, soir bien tranquille. Merci beaucoup de votre appui. Merci, M. Bissonnette. Madame Thuillier, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, au nom de l'administration, je ne peux qu'appuyer tout ce que vient de dire mon collègue M. Bissonnet. Alors, nous nous engageons collectivement à faire un grand effort pour faire le conseil municipal en une seule journée. Donc, on commence à 9h30 le matin, on fait tous les dossiers, la période de questions du public à 19h. Et puis, on essaie de ne pas terminer trop tard. Donc, c'est vraiment un effort collectif. Et nous donnons l'exemple aujourd'hui. Donc, on traite une motion de l'opposition officielle en moins de 5 minutes. Bravo! Merci beaucoup, Mme Thuillier. Président, je vais les surveiller pour que ça aille bien. C'était ça, votre droit de réplique? Parfait. Alors, la motion est adoptée. On va passer au prochain point. 65.05. Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, en item 65.05, je propose une motion pour la prolongation de REM vers la gare d'Orval. Et pour donner suite à ça, je pense qu'on a eu une discussion avec M. Caldwell de l'administration, puis je pense que ça se peut qu'on a un terrain d'entente, mais je pense que ça vaut la peine pour illustrer à la membre du Conseil la raison pourquoi. Ici, comme on sait tous que le gouvernement du Québec est en train de faire réaliser le projet de REM par voie de la CDPQ Infra. C'est un chantier énorme. On tous va avoir des bénéfices de ce chantier. Et avec 67 km, avec 26 stations, ça va être un des premiers grands chantiers de transport en commun sur l'île de Montréal. On a constaté, et ça s'était passé dans la période des dépôts des demandes à BAP, qu'il y avait certains bouts qui étaient manquants. Il y avait une manque de l'intégration de REM dans l'ensemble. Et puis à l'époque, comme vous vous souvenez tous, vous avez eu l'AMT qui était là, et puis l'AMT s'éclatait pour devenir éventuellement la REM. Donc, dans cette période d'incertitude, il y avait des éléments qui ont tombé entre des cracks, entre deux chaises. Le prolongement du ligne orange du Côte-Vertu jusqu'à Bois-Franc qui aurait dû être fait. C'est un très bon exemple. Mais le deuxième exemple qu'on donne aujourd'hui, c'est où la REM qui termine à l'aéroport d'Orval est juste 500 mètres de distance de la gare de Via-Rail et la gare de Exo, donc pour le train de Rigaud, le train de deux montagnes, le train de Rigaud, Vaudreuil-Hudson. C'est intéressant parce qu'au long du corridor Montréal
Toronto et aussi Montréal-Ottawa et puis en plus Montréal-Québec. Vous avez un grand nombre de gens qui circulent. 2,4 millions de voyageurs juste sur le corridor Montréal-Toronto, Ottawa-Toronto et 750 000 voyageurs qui prennent le Québec-Montréal-Ottawa en plus. Donc, je pense que déjà, vous voyez que nous avons un bassin important des gens, les gens qui pourraient avoir un bénéfice pour arrêter et, en conséquence, de s'en servir de cette connexion intermodale avec la REM pour prendre l'occasion de prendre leur avion ou soit de Trudeau. On voit aussi que la gare de Dorval, c'est un important terminus. Nous avons plusieurs lignes d'autobus avec l'STM là-bas. Mais je pense que, Madame la Présidente, il faut aussi reconnaître qu'il y aura des bénéfices pour les citoyens. Les gens qui demeurent à la Chine-Ouest pourraient avoir un meilleur accès à la REM. Les gens qui demeurent à Dorval pourraient avoir un meilleur accès à la REM. Vous avez des citoyens qui demeurent tout dans le sud de West Island qui aussi pourraient avoir un meilleur accès à la REM. On sait qu'à l'aéroport même, vous avez plus que 13 000 personnes qui travaillent régulièrement à l'aéroport, et puis c'est sûr, une bonne partie, une certaine partie peut venir encore de ces voisinages qui se trouvent dans ces villes et des arrondissements à proximité. Et nous, on pense que pour les gens, pour l'objectif de rendre notre aéroport plus compétitif, les gens qui viendraient d'Ottawa, de Kingston et ailleurs, pour eux, juste de penser comment ça peut passer. Ils vont débarquer à Via-Rail, ils vont avoir leur wheelie qui va l'amener 700 mètres à travers de spaghettis en béton que nous avons là-bas. On pense que on devrait avoir une meilleure arrimage, une meilleure image de Montréal en termes de comment on peut favoriser la continuité. Et c'est pour cette raison que je propose cette résolution. Je pense qu'il y aura des bénéfices pour nous tous, bénéfices où tout le monde va être capable d'avoir non seulement une meilleure utilisation, mais je pense que on sait très bien aussi l'opportunité se présente cet été. Avec cette 700 mètres qui reste à faire, le tunnelier viendra au chantier cet été. Donc, commençant au Technoparc qui se situe à Saint-Laurent, ça va passer en dessous les pistes d'atterrissage de l'aéroport pour finalement arrêter à l'endroit qui était visé pour être le terminal. Et puis, je pense notre souhait était qu'une entente pourrait être trouvée assez rapidement par les actions de l'administration, avec les discussions avec le gouvernement fédéral, avec les discussions avec CDPQ Infra, avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, CMM, ARTM ont tous un rôle à jouer dans ça. Je pense que c'est tellement facile pour tout le monde de dire juste laver notre main, puis c'est pas notre projet, c'est pas notre projet, c'est le projet de quelqu'un d'autre. Donc, dans ce sens, mon souhait était que cette résolution qui peut chercher le vote unanime du Conseil aujourd'hui, qui peut aussi être supporté par le Conseil d'Aglo, pourrait à ce moment-là envoyer un message important. On sait que d'autres joueurs sont en faveur. Le maire de Dorval a déjà une résolution qui est sur l'ordre du jour de l'Aglo qu'on avait vu tantôt, qui est encore va dans le même sens. C'est pas exactement le même, mais on pense que ça peut être quelque chose qui va dans la bonne direction. M. Rainville, le président de l'Aéroport de Montréal, a aussi favoriser cette modification. Les gens de Via-Rail sont en faveur de ça et j'en passe. Donc, il semble que tout le monde est d'accord, Madame la Présidente, mais la seule question était que est-ce qu'on peut avoir des actions? Donc, mon espoir est avec cette résolution, on peut prendre l'action. Madame la Présidente, je juste déposerai quelques modifications qui étaient proposées par M. Caldwell, qui, en toute fin pratique, passe un message similaire et que j'inviterai le greffe de distribuer ça. Mais c'est effectivement, avec ces changements, on peut à ce moment-là sécuriser l'aval du Conseil et en même temps aussi une vote, comme on a convenu pour l'item similaire qui est sur l'ordre du jour, en donner une orientation à la Conseil d'agglomération, ça se peut qu'à ce moment-là, notre volonté ici pourrait aussi être rendue plus fort avec un accord du Conseil de l'agglomération. Donc, avec ça, je pense que je laisserai
M. Caldwell peut être s'exprimer sur ça, et mon espoir est que ça ralliera un appui unanime. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. de Souza. M. Caldwell, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, comme le dit le conseiller de Souza, l'amendement qui vous est proposé a été convenu de part et d'autre de la Chambre avec l'opposition officielle et l'administration. Il était pour nous important d'insister sur le fait que la planification de nos réseaux de transport collectif passe par une planification globale et intégrée régionale, soit la RTM. On s'est donné cette Transit Authority, pour utiliser un terme anglais, parce que les références sont ailleurs dans le monde, on s'est donné cette autorité publique justement pour éviter des situations comme celle devant lesquelles on se retrouve. Une planification intégrée fait en sorte que l'ensemble des réseaux se parlent, se connectent et s'alimentent. Qu'il y ait pu y avoir une telle planification avec ces éléments manquants et l'illustration même qu'on doit être rigoureux et vigilant sur cette planification concertée, intégrée de l'ensemble de nos réseaux. M. de Souza en a brièvement fait allusion. Je rappelle aussi une autre demande de Montréal, qui est d'ailleurs dans le PIDTC de la RTM, le plan de développement à court terme qui alimente le plan stratégique, qui est une autre connexion fondamentale au REM, qui est celle de la branche ouest de la ligne orange du métro, avec un prolongement du métro jusqu'à Laval, en tout cas, à tout le moins, jusqu'à Bois-Franc, pour que les usagers du REM puissent avoir accès au métro. Ce qui fait la force du REM tel qu'il nous est présenté, c'est qu'il se connecte au réseau de métro de Montréal sur nos 3 lignes principales. À Bonaventure sur la ligne orange, à McGill sur la ligne verte, à Édouard-Montpetit sur la ligne bleue, et on l'espère, ma collègue mairesse d'Antique-Cartierville et mon collègue maire de Saint-Laurent, et on l'espère à Bois-Franc sur la ligne orange. Donc, si on veut être rigoureux, si on veut être vigilant, si on veut pas manquer notre shot en bon québécois, on se doit d'insister et de ramener toujours la planification à un volet régional pour se donner les outils d'avoir un réseau intégré et cohérent et performant. Donc, l'amendement va dans ce sens-là. On reconnaît qu'il y a là une opportunité, surtout dans le cadre du chantier du REM. On reconnaît que cette connexion fait du sens, mais on insiste, comme la mairesse l'a fait la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je ne suis plus certain, dans le cadre de l'annonce du prolongement du REM souhaité par Québec. Comme on l'a fait, on a dit qu'il est important que la progression des réseaux, la connexion des réseaux soit intégrée à la planification régionale via l'instance qu'on s'est donnée, qui est la RTM, et on continuera à défendre ce principe et son application. Donc, c'est dans ce sens que l'amendement a été négocié et convenu avec l'opposition officielle. Merci, M. Caldwell. M. Rotran. Madame la Présidente, je suis heureux qu'il y ait une entente et que le Conseil va s'exprimer en faveur d'un prolongement intéressant de la REM vers la station d'Orval, où il va y avoir une connexion avec Via Rail, avec EXO, proche de la station d'autobus d'Orval, donc qui donne toutes sortes de possibilités. Mais je dois donner une caution. Malgré l'euphorie qui règne à ce moment en Conseil, après le discours de notre collègue Caldwell, je dois dire que le gouvernement de Québec a déjà dit c'est une fin de non-recevoir que tout projet d'expansion de REM appartienne à la ARTM. Il dit que ça doit être conservé à la Caisse des dépôts. Je laisse ça à côté. Pour moi, je vais voter quand même en faveur parce que ce qui est important est de bâtir un consensus en faveur de plus d'infrastructures de transport en commun. Ici, on sache déjà que plusieurs maires de banlieue ont exprimé en faveur. J'imagine que l'Association des maires de banlieue au complet appuie ce prolongement avec un vote unanime du conseil municipal. Le principe est établi que c'est la demande conjointe
de l'agglomération du Montréal, dont l'importance d'adopter la motion de M. De Souza et celle de la maire Rouleau qui viennent dans quelques minutes. Mais effectivement, les gens ne doivent pas être trop euphoriques parce que le gouvernement a déjà dit que ce n'est pas le ARTM qui va gérer ce dossier. Merci. Merci, M. Rotran. Monsieur le chef de l'opposition. Sur l'amendement. Quoi dire exactement? À un certain point, on vient diluer la motion de façon importante. Je pense que cette motion, elle est en train de subir les contre-coups suite aux nouvelles de la semaine passée concernant justement la mairesse du gouvernement du Québec et le ministre Bonnardel à cet égard, où on veut absolument démontrer qu'on est cohérent, qu'on est conséquent avec cela et que l'ARTM doit être la seule partie prenante pour pouvoir y gérer. Je n'ai pas d'objection, évidemment, aucune objection à ce que l'ARTM puisse y disposer. Je pense que c'est important, je pense que c'est nécessaire à cet égard-là. Je pense toutefois ignorer le rôle du gouvernement, ignorer le rôle de la caisse de dépôt, ce n'est pas avisé. Donc, on va appuyer. Je pense que si on voulait être encore plus efficace ou stratégique, on aurait pu amender pour inclure qu'on demande au gouvernement du Québec et qu'on puisse évidemment demander à l'ARTM de s'y pencher. C'est la proposition de l'administration. On va la respecter, mais à un certain point, on vient diluer l'objectif. Et je pense que de la même façon qu'on a passé une déclaration plutôt dans ce Conseil demandant au gouvernement du Québec, on aurait pu le faire ici. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Caldwell. On n'exclut personne. Le gouvernement du Québec, le promoteur du REM, qui est la Caisse de dépôt et placement, sont des partenaires du REM. Ils font partie de la planification avec la RTM de l'ensemble de nos réseaux de transport. D'insinuer que, via cet amendement, on exclut des partenaires est tout à fait faux. On se retrouve tous au sein de cette instance de planification et c'est justement notre point de ralliement et c'est ce sur quoi la motion insiste. Merci, M. Caldwell. Monsieur de Souza. Merci. Je pense que espérons que maintenant l'administration, la mairesse et les porteurs du dossier va prendre cette résolution et va agir comme champion de ce dossier-là pour que tous les intervenants au niveau gouvernemental vont avoir l'écoute. J'espère que les autres membres qui sont sièges à l'autre bord vont aussi rallier. Je garde Mme Vodanovic, mairesse de la Chine. Je pense que M. Rouleau de Dorval a déjà, dans un sens, un grand intérêt local. Mais j'espère que M. Caldwell, et la mairesse vont jouer leur rôle à les endroits où ils siègent au niveau du CMM, au niveau du ARTM et aussi avec les autres rencontres gouvernementales pour essayer de véhiculer. Donc, merci, Mme la Présidente, et je suis content que ça passe unanimement. Merci. Merci beaucoup. Madame Watt, j'ai votre nom. Est-ce que c'est pour prendre la parole? Exactement, mais je m'assurais que ce n'était pas un autre sujet. Parfait. Merci beaucoup, M. de Souza. Mme Vodanovic. Il y a des noms qui apparaissent dans les listes, mais... Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Et donc, ce qui nous amène au point 65.06. Parfait. Alors, Mme Fumagalli, à vous la parole. Pas du tout la pression d'être la dernière à intervenir. Non, il y a deux autres motions. Il y a deux autres motions. Oui. L'avant-l'avant-dernière. L'avant-l'avant-dernière, bon. Donc, c'est juste que je pense à un moment où nous vivons en temps réel, grâce aux différentes technologies qui sont mises à notre disposition. Je pense que pour nous, utilisateurs de services de la STM, de savoir qu'on puisse avoir l'information si une ligne de métro est en arrêt ou un autobus doit utiliser un parcours alternatif ou qu'il est en retard pour une raison
autres, il est important pour nos déplacements d'avoir ces informations en temps réel. En tout cas, ça devrait être un objectif à moyen terme. En attendant, d'avoir l'information sur toutes les données sur une base mensuelle de la STM est primordial. Vancouver et Toronto, notamment, la reçoivent. Montréal est en mesure d'être à la fine pointe de la technologie et d'offrir cette panoplie d'informations. Ils le font actuellement, mais à tous les mois au conseil d'administration. Donc, s'ils le font au conseil d'administration, pourquoi est-ce que nous, on doit avoir recours à la loi d'accès à l'information pour avoir ces informations qui existent déjà? Et j'en ai donc une copie. Elles existent. On peut les avoir. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je passe pour la loi d'accès à l'information pour y avoir accès? Alors, je dépose donc la réponse que j'ai reçue de la STM ainsi que ce rapport et ma motion est appuyée par Mme André Hainaut. Aussi. Merci beaucoup, Mme Fumagalli. Monsieur Rotran, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Une motion semblable est battue il y a 2 mois au Conseil, 26 en faveur, 34 contre, toutes les 34 viennent de Proche-Montréal, et 26 représentaient les autres formations en Conseil. J'ai fait l'argument, et je vais faire encore, que meilleure information est une meilleure pratique, et c'est endossé par l'Union internationale des transports publics, American Public Transit Association, Canadian Urban Transit Association, et Association de transport urbain du Québec, comme un objectif que tous les grands transporteurs doivent chercher. Qu'est-ce qui est nouveau depuis la dernière débat? Ça, c'est nouveau. Ça, c'est le document que j'ai suggéré au Conseil doit être sur le site Web de la STM. C'est les indicateurs de performance. Le Conseil a dit non. Juliana a envoyé un accès à l'information. Le STM l'a donné le document intégralement, le même document qui est déposé au conseil d'administration. Oui, je sais, il est un peu lent, il va prendre 45 jours, même que la loi leur donne un maximum de 30 jours, pour donner un document qui existe déjà, qui peut envoyer le même jour. Mais au moins, il l'a donné. Et la question s'impose, collègue, pourquoi un élu doit utiliser la loi accès à l'information pour chercher l'information sur un transport public où beaucoup des revenus viennent de nous autres. L'argent qu'on donne à la ARTM qui revient à la STM, ou les argents qu'on paie pour notre portion de l'infrastructure pour l'STM. Pourquoi? C'est une bonne question. Et quand vous parlez aux gens dans l'industrie, ils ne comprennent pas la réticence de cette administration d'inviter le STM de suivre une meilleure pratique qui existe presque partout. Le mois dernier, j'ai déposé une motion par Trajectoire, la plus grande société de groupe de lobby des usagers de transport en commun au Québec. Le rapport mensuel qui existe sur le site Web de la Ville de Toronto et le TTC, qui donne beaucoup plus d'informations que celles que le STM a, et le rapport quotidien de la TTC, qui donne le bilan on-time performance, autobus, métro, nombre des escaliers mobiles et ascenseurs qui ne fonctionnent pas. Et j'ai aussi déposé une motion de la Ville de Côte-Saint-Loup qui est mot pour mot celle que j'ai proposée à ces conseils. Je comprends depuis quelques autres villes de banlieue adopter la même motion. Il va inviter le STM directement, si Montréal accepte ou non, de faire cette meilleure pratique. Ce qui est demandé, ce n'est pas des exceptions, c'est la pratique. Et c'est facile à faire. Je dépose quelques documents. Le rapport de Washington, Metro Washington, c'est un rapport trimestriel qui donne beaucoup plus d'informations dans ce qui existe à Montréal. Je dépose le document Transport for London, Quarterly Performance Report. Je dépose un document mensuel, MTA Performance Metrics, Ville de New York, qui donne
la performance des autobus, pas seulement pour l'ensemble des réseaux, mais il peut diviser New York en arrondissements. New York a des arrondissements Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, j'imagine, j'ignore un ou deux, mais vous pouvez avoir toute l'information dedans. Et je dis que meilleure information faite pour un meilleur débat. Now, here's an interesting document. I wish Craig Sauvé was here today. I'd like to show him this document. The city of Cincinnati publishes a monthly report that puts the STM to shame. It's got ridership figures, passengers per hour, passengers per trip on express buses, average riderships, on-time performance, local express missed trip. It's accessible transport statistics. C'est très bon et c'est accessible à tout le monde. Je dépose le document de Chicago. Vous pouvez aller sur le site de leur transporteur et avoir ça chaque mois. Celle n'est pas assez bonne, New Jersey Transit, mais intéressante quand même. Bon, j'ai la liste de Port Authority buses versus Newark Penn Station, on-time performance, Atlantic City Bus, Walter Rand Transport Center, Hoboken Terminal, des autres. Houston, c'est clair, mensuel, excellente information, local bus, light rail, commuter network, entire network. À Boston, on trouve les résultats ne sont pas assez bien que Montréal, Madame la Présidente. On-time performance of buses only 73%, streetcars 69%, paratransit 84%. We do better than them, but they're honest about us and they let everybody know. So, je pense que j'ai fait le point. Il y a beaucoup de villes que je n'ai pas effectivement mentionnées. En réponse à ma motion, M. Sauvé a dit la dernière fois, c'est l'intention de la STM de faire mieux. Il refuse de faire l'information disponible sur une base mensuelle, même qu'il peut le faire hier, pas demain, hier. Mais il s'engage d'avoir quelques améliorations d'ici fin du 19. Et en perspective plus long terme, en 2021, il va avoir une politique mieux étoffée de données ouvertes. Ce n'est pas satisfaisant. J'ai été surpris que je n'étais pas approché en mars par l'administration ou Mme Fumagalli approchée par l'administration pour effectivement essayer de trouver un compromis. I can't believe the Project Montreal seriously opposes making public information that's public just about everywhere else and which provides riders and interested party important information about their public transit operator, which leads to better accountability and better performance. Madame la Présidente, j'appuie la motion de Mme Fumagalli, j'espère 6 fois, comme dans la motion de déménager le jour des conseils municipaux sur le jour d'élection fédérale. Mieux réflexion à l'autre côté de la salle va convaincre les gens de voter en faveur de cette motion. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. M. Cadwell, à vous la parole. Allez-vous déposer autant de documents? Je vais en déposer 2 fois plus. Non, c'est pas vrai. Allez-y, je vous écoute. Je prends la parole en l'absence de mon collègue Craig Sauvé. Et c'est déchirant pour lui, mais il a dû se rendre à un congrès à Terre-Neuve. Il manque nos débats. Il m'a demandé de... Non, c'est vrai. Honnêtement, M. Sauvé adore ces débats, adore ces discussions que nous avons dans cette enceinte, et particulièrement un dialogue qu'il a entrepris il y a déjà quelques années avec M. Rotran sur l'ensemble de ces questions. Donc, c'est vrai, M. Sauvé m'a demandé d'excuser son absence, et je vais donc faire le point en son absence. Il y avait... C'était pas censé être drôle, mais bon, des fois... que voulez-vous? Bon, écoutez... La STM, là, soyons clairs, a entrepris un virage vers la transparence parce qu'il y avait de l'amélioration à apporter. Sur 2 fronts. Les données ouvertes. Il y a une stratégie de données ouvertes qui va, où graduellement l'ensemble des données pertinentes seront ouvertes, et avec les indicateurs de performance. La motion ici est sur les indicateurs de performance.
L'objectif est de rendre, sur les données ouvertes, l'objectif est de rendre l'ensemble des données de la STM accessible au public. L'ensemble des données sera ainsi libéré progressivement au cours des prochains mois. Dans les documents déposés par M. Rotran, il y avait des rapports quarterly qui se traduit, je pense, par trimestriel. Et c'est effectivement ce que fait déjà la STM, c'est-à-dire qu'il y a un suivi 3 fois par année de son plan stratégique organisationnel. La motion ici est sur des suivis mensuels et il y avait effectivement dans les documents déposés par M. Rotran plusieurs suivis mensuels. Donc, je suis content de voir que l'ensemble de l'administration de la STM, avec les interventions, entre autres de M. Sauvé, font en sorte que cet objectif d'avoir des indicateurs mensuels publiés sur Internet, ça devienne une façon de fonctionner de la STM. C'est donc pourquoi nous allons appuyer cette motion, parce que c'est ce qui sera fait. Merci, M. Caldwell. Monsieur le chef de l'opposition. Je vais être sûr que j'ai compris, vous allez appuyer la motion? Wow, bravo. Je vais être très bref, je ne m'attendais pas, honnêtement. Bravo. Je vais être très bref. Ouais, peut-être, hein, après des mois et des mois. Hein. Je suis content, très content de l'entendre. Je vais partager une petite histoire, je pense, qui représente le besoin de changement à la STM concernant la transparence. J'ai fait une demande d'accès à l'information le 14 février de cette année à la STM. Comme nous le savons, ils ont 20 jours pour y répondre. Ils peuvent demander un délai supplémentaire de 10 jours pour effectivement donner l'information, divulguer l'information, s'il y a une difficulté à laquelle de colliger cette information. C'est ce qui est arrivé. Et à la fin de ces 30 jours, on m'envoie un tableau qu'ils avaient donné aux médias le 15 février, le lendemain de ma demande. Le lendemain de ma demande, ils ont pu donner aux médias un tableau avec d'informations. C'était très succinctement, c'était l'information entre la différence entre les hybrides et les diesels. Donc, ils ont demandé une prolongation. Ils ont attendu quand ils avaient ça à partir du jour 1. Moi, je trouve ça déplorable. Je trouve ça inacceptable de la part de la STM. Je leur ai envoyé lettre à cet égard-là. Mais rien que pour moi, c'est représentatif d'une problématique. Je comprends que c'est connexe, ce n'est pas directement relié, mais rien que pour vous indiquer à quel point. Et je vais terminer là-dessus. Vous savez, il ne faut pas trop interpréter ça, mais des fois, c'est bien de passer à travers différentes expériences comme élu. Je parle maintenant comme opposition. Ça nous permet de vivre différentes expériences qu'on n'avait pas vécues avant qu'on était au pouvoir. Et moi, je pense, ça me sensibilise énormément aux enjeux que Projet Montréal avait face pendant toute la durée de leur vie et certaines difficultés. Et je pense que ça nous permet de grandir et de pouvoir trouver des solutions concrètes à des problématiques. Donc, je ne dis pas que je remercie, mais je reconnais cette opportunité pour pouvoir, dans le futur, lorsqu'on sera de retour au pouvoir être plus docile, intéressant et puis collaborateur avec l'opposition pour pouvoir effectivement faire des changements. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Rotran. Very briefly, to thank Mr. Caldwell for his intervention. I just want Mr. Caldwell and the others in Projet Montréal to know that I don't bring motions lightly to council. When I bring a motion, it's because I believe it's truly in the public interest. I appreciate your openness, and I'm always willing to work with you on dossiers of transportation. Merci. Merci, Monsieur Rotran. Madame Fumagalli. Merci, Monsieur Caldwell, aussi Monsieur Craig Sauvé, et merci à tout le monde ici dans la salle du Conseil. Merci, Madame Fumagalli. Alors, cette motion est adoptée. Nous allons passer à la prochaine. 65.07. Monsieur Rotran. Merci, Madame la Présidente. C'est un dossier qui touche transport en commun et j'invite tout le monde de mettre à côté leur première opinion, vraiment de voir si c'est dans l'intérêt de procéder dans la façon laquelle
je propose. L'évasion tarifaire, c'est un phénomène très complexe et rarement il y a un lien entre le niveau des tarifs et l'évasion. D'habitude, c'est la perception que l'enforcement n'est pas bon, c'est trop facile d'entrer sans payer. Et toutes les études démontrent la même chose. Il y a quelques semaines, le Journal de Montréal a publié une enquête qui a démontré que plusieurs milliers de personnes ont passé dans quelques heures sans payer à 12 stations de métro où ils ont surveillé. La manchette dans le Journal de Montréal du 30 avril dernier, des milliers d'usagers ne payent pas pour prendre le métro. C'est possible que dans la réponse que M. Caldwell va donner, il va donner la ligne de l'STM. Il va dire que, bon, la fraude existe, mais chez nous, ce n'est pas grand enjeu. C'est un montant de peut-être 20 millions de dollars par année, ou peut-être moins, envers 2% de nos revenus clients. Et je dois dire que même à ce niveau, chaque dollar perdu est un dollar qu'on ne peut pas utiliser pour améliorer les services ou atténuer les hausses de tarifs. Et l'évasion tarifaire n'est pas bonne pour la confiance dans l'ensemble des usagers. Quand on voit des gens qui ne payent pas, qui n'ont pas une contravention, c'est vraiment pas une chose qui va faire les gens plus aimer le système de transport en commun. Le 2%, Toronto a dit la même chose. Madame la Présidente, le TTC a prétendu pendant des années perdre 20 à 25 millions de dollars par année, 2%. Mais il y a une vérification faite de la TTC pour la vérificatrice générale de la ville de Toronto, Madame Beverly Romeo Beeler. Et par contre, à les prétentions de la TTC, ils ont trouvé que le vrai taux de fraude est 5,4% et que Toronto perd 61 millions de dollars par année. Et aussi, elle a trouvé qu'il y a beaucoup de vulnérabilités, comme entrée toute porte qui est possible à Toronto, surtout dans les trams, et abuse des tarifs réduits. Avec les streetcars, avec l'entrée toute porte, le taux de fraude observé était 15,4%. À Montréal, on commence à introduire embarquement tout porte sur les autobus articulés, et c'est une bonne chose pour la convenience et confort des usagers, mais c'est une vulnérabilité, bonne pratique, mais ça mène aussi à la fraude. Et aussi, on a possibilité des fraudes avec les tarifs réduits, abusés, et aussi la question des gens qui sautent des tourniquets. Notre système n'est pas pareil à Toronto, je constate là-bas, les enfants 12 ou moins peuvent monter gratuitement dans le système de transport en commun. Et maintenant, il y a beaucoup qui utilisent les entrées d'enfants sans avoir le droit de le faire. Mais c'est important d'avoir un portrait de ce qu'on perd à la STM. J'ai demandé à la STM de chiffrer la fraude. Et la STM a répondu le suivant. Selon le service concerné, aucun document est existant. J'ai demandé des analyses, évaluations des rapports, tout qui était fait pour évaluer la perte de revenus de évasion tarifaire. La STM est incapable de dire. Dans les médias, il dit que bon, nos inspecteurs, dans les observations des gens qui ont vérifié, on pense que seulement 1 à 2% des gens font la fraude. C'est la même ligne que Toronto a faite jusqu'au temps que le preuve d'autrement. Le STM a un système de preuve à paiement, OPIS, ou des titres papier, et nous avons des inspecteurs. Selon ces motions, les inspecteurs ne font pas assez de leur journée de travail en faisant des vérifications des titres. Ils font 30% de leur carte de travail en faire ça. Annuellement, seulement 3 à 3,5% des usagers sont vérifiés. À Europe, le plancher est 5%. En 2018, le STM a donné 9500 environ contraventions, la plupart pour les gens qui font l'évasion tarifaire. À Vancouver, un système beaucoup plus petit, avec beaucoup moins d'achalandage. En 2018, il y a 15 000 contraventions qui sont données. Et TransLink, le transporteur de Vancouver, a admis qu'il ne sait pas ce quoi
le taux d'évasion, que possiblement c'est plus élevé qu'ils pensent. There's a clear connection between uniform presence and a reduction of fare evasion. Even without giving tickets, having officers visible where you have a fare evasion problem dissuades people from trying to cheat and getting in free. In New York, the buses had a 22% non-payment rate, so they created a special squad of inspectors just for the buses. In Washington, the rate's 11%. They did the same thing. Before going any farther, avant de procéder, j'aimerais déposer quelques documents pour les archives de la ville, Madame la Présidente. Ces documents sont la réponse de la STM, admettant qu'il n'a pas aucune idée de vraiment combien ils perdent chaque année. Le rapport du vérificateur général de la TTC à Toronto, et qui est sur le site web de TTC, très intéressant. L'article le Journal de Montréal, des milliers d'usagers ne payent pas pour prendre le métro. Article de Edmonton Journal, turning a blind eye to fare evasion doesn't create safer buses. Article intéressant à Paris, des sans-tickets parisiennes ont trouvé la solution pour ne plus jamais payer les métros. La mutuelle des fraudeurs est créée. Je ne pense pas que ça existe à Montréal, mais si on n'est pas prudent, qui sait? Fare evasion and enforcement, the city of New York says it's getting tough with fare evasion. TransLink still losing millions to fare evaders, but not tracking numbers. One bus rider in 5 in New York City evades the fare, far worse than elsewhere. BART, the city of San Francisco, how do you deal with fare evasion? You make it tougher to get into the station. They raise the barriers, put in more cameras. Et les Allemands, qui a une approche différente, il n'y a pas de barrières du tout. It's an honor system in Germany, but now they have a lot more inspectors. Why Berlin's public transit payment system might be just more modern than London's. Madam President, I'm not asking for a large number of tickets to be issued. I would be happy with greater uniform presence to dissuade fare evasion, and I would actually even be willing to look at a new formula. If a ticket is given for fare evasion for a first offender, perhaps if that ticket was paid in a certain delay, that offender could get a free Opus card equivalent to the fine to allow them to travel and become a customer on a regular basis. Mais une chose est claire, on ne fait pas assez de vérifications, on n'a aucune idée de fraude, il pourrait être nécessaire avant effectivement de prendre un deuxième pas. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Rotran. La parole à Monsieur de Souza. Thank you, Madam President. Madam President, the motion is self-explanatory, and I won't go through all the reasons why it's justified, nor will I go through all of the reasons why we should support the motion. But very simply, if we want to manage the citizens' money as it's our own money, we want to make sure it's carefully managed, then clearly we need to know the quantum, the amplitude of the problem. And if it's, as they say often, if it's important, measure it. So I think one of the things I can strongly say from this motion is that if we do have, by way of our Auditor General, the ability to have some sense of what the quantum of the amount is, we will be able to determine what are the right measures that we need to take to be able to address it. And secondly, the second reason why I think it's important to support this notion is because of social equity. When people are perhaps bypassing the system, when in Toronto we see as high as 61 million people, even if ours is half that amount of Toronto, that could be about $30 million that is being lost by the system. If the SDM is not getting $30 million, it means that either the regular fare payers or the taxpayers are doing that. And I think if we believe in social equity and we believe that people should be fair
in this, in terms of how they use the service. And if we want it to fall equally and equitably on the shoulders of everyone, rather than having some people get away, it's a logical reason to support it. Donc, Madame la Présidente, je vais mettre mon nom comme appuyeur à cette résolution. J'ai l'espoir que le Conseil va donner suite à la résolution unanimement, comme ils l'ont fait le dernier deux. Merci. Merci, M. De Souza. M. Caldwell, à vous la parole. Merci. Merci pour tous les documents déposés, M. Rotran. Donc, j'y ai accès via le greffe. J'apprécierais les recevoir par courriel ou par fax, à votre discrétion. Ça, c'était une blague, voyez-vous. Bon, ça va. C'est ça. Bon, écoutez. Je me questionnais à savoir si c'était une blague. Mais... Je remercie M. Parenteau d'avoir ri. Merci. D'accord. Parfait. Merci. Bon. Pas de suspense dans ce cas-ci, non. On n'appuiera pas cette motion-ci. Regardez, 80% des titres sont prépayés. Ce sont des titres mensuels, des titres hebdomadaires. Il reste 20% de titres qui sont payés de façon ponctuelle. Il y a déjà des contrôles. Il y a 150 inspecteurs dans le métro. Il y a, je vais retrouver le chiffre du nombre de contrôles ici. Donc, il y a eu 754 000 vérifications de titres faites l'an passé. De ce nombre, 10 373 constats ont été émis. Donc, il y a déjà un système en place. Il y a des inspecteurs qui occupent une partie de leur temps pour vérifier les titres, qui occupent le reste de leur temps pour d'autres fonctions essentielles aussi, qui sont la sécurité et la fluidité. Là, on vient nous dire, non, il devrait passer, de ces inspecteurs devraient passer plus de temps à la vérification des titres. Bien entendu que c'est un objectif louable de faire en sorte qu'il y ait moins de fraude dans le métro, que nos mécanismes soient plus efficaces et qu'on aille percevoir tous les titres qu'il faut percevoir. Ceci étant dit, c'est une question de gestion interne, de performance de la STM. Il y a des mécanismes en place. Il y a le regard du conseil d'administration de la STM, où il y a des représentants élus, où M. Rotran a siégé pendant des années. Il y a le vérificateur interne de la STM et il y a la vérificatrice générale de la Ville qui, si elle le juge pertinent, peut décider d'aller auditer, aller faire une enquête. Donc, tous ces mécanismes de contrôle sont déjà en place. La vérificatrice générale de la Ville peut y aller si elle le décide. Il y a aussi les particularités de notre réseau et notre capacité à rendre plus performant tant l'émission des titres que leur contrôle. M. Rotran citait l'exemple de Toronto, où je suis allé l'an passé, où j'ai utilisé de petits jetons. On comprend que les mécanismes de contrôle sont donc différents qu'avec la carte Opus. L'arrivée de Opus, selon l'évaluation de la STM, a permis de réduire le manque à gagner dû aux fraudes de 20 millions avec son implantation et sa convivialité. Donc, dans ce cas-ci, on reconnaît que c'est un objectif que doit partager la STM, celui de faire en sorte que l'émission des titres, la perception des tarifs reflète plus l'utilisation réelle et qu'on diminue le nombre de fraudes. On partage tous cet objectif pour l'ensemble des activités de la Ville, l'ensemble de la perception des tarifs. Il faut réduire la fraude. Il y a des mécanismes en place, ils sont perspectives, et l'évolution des données, la précision des interventions qui sont faites, parce qu'avec de l'échantillonnage, on arrive à raffiner les interventions des inspecteurs. Tout nous porte à croire qu'il y a là en place un système perfectible, bien entendu, mais il y a les réflexes au sein de l'organisation pour justement rendre plus efficace ce système-là. Il y a les mécanismes de contrôle que sont le conseil d'administration, le vérificateur interne, la possibilité pour la vérificatrice d'intervenir si elle le veut. Et j'en rajoute un autre. Il y a aussi le passage de la STM à la Commission des finances à chaque année où ils doivent rendre des comptes sur leurs revenus et leurs dépenses. Donc, là, dans ce cas-ci, là, on répète, quand des interventions sont faites, il y a environ 1% des personnes interceptées qui reçoivent des constats. Il y a 80% des titres qui sont déjà prépayés. Il y a en place un système qui est perfectible, mais performant.
il y a les mécanismes de contrôle. Donc, dans ce cas-ci, on parle de gestion interne performante de la STM qu'on continuera à suivre, mais nous considérons que la motion n'est pas justifiée. C'est pourquoi nous ne l'appuierons pas. Merci, M. Caldwell. M. Rotran. Merci, Madame la Présidente. Quelques brèves remarques avant d'essayer de joindre M. Caldwell à moitié chemin. Premièrement, il y a des mécanismes en place pour contrer la fraude. Chaque système a dit ça, chaque système dit ça, et dans la grande majorité des cas, ils trouvent que leurs estimés sont beaucoup plus bas que la réalité. Les gens trouvent une façon de contourner les systèmes. À Toronto, je répète, ils ont dit pendant des années 2% de fraude et c'est 5,4% qui fait énormément de différence de l'argent. J'invite M. Caldwell de réfléchir sur ça. Les mécanismes en place ils ont juré fonctionnent dans la même façon, avec les mêmes procédés de la STM, en réalité sont loin de la perte réelle. Et ils ont trouvé la même chose ailleurs aussi. Deuxièmement, le fait que le STM passe une fois par année au service de finances, c'est dit absolument rien. Ils ont leurs chiffres, mais il n'a pas une façon, il admet, il n'a pas une façon absolue de déterminer la perte de revenus en évasion tarifaire. Donc, s'il pose la question, M. Tremblay, j'ai beaucoup de respect pour Luc, va vous dire, je pense qu'on perd, et probablement, ça c'est ce que ces gens le disent être la situation. Est-ce que c'est la situation? Il n'y a personne ici en salle, ni à la STM qui peut le prouver. La motion a demandé 4 choses. Augmenter la présence des uniformes dans les lieux où il y a beaucoup de fraude. J'imagine que le STM va être assez intelligent de répondre à la Journal de Montréal. Il n'a pas répondu en écrit. Il n'a pas nié le Journal de Montréal. S'il prend ça comme sérieux, les gens en uniforme doivent être visibles dans ces stations si la motion est adoptée ou non. Deuxièmement, il doit augmenter le taux de vérification. Si j'ai bien compris, M. Caldwell a dit qu'il y a 745 000 vérifications qui étaient faites. Il y a 415 millions de passages dans le système de la STM. Donc, c'est très, très mince comme nombre de personnes vérifiées chaque année. Troisième chose, on doit adresser les vulnérabilités. J'imagine que le STM travaille sur un lecteur pour mettre dans l'arrière des autobus articulés pour lire les cartes OPIS ou les autres titres quand les gens montent pour effectivement leur donner un meilleur contrôle des gens qui utilisent l'embarquement tout port. Il y a une chose que M. Caldwell a dit qui m'a touché, vraiment touché. Il a dit, j'ai oublié, j'ai pas envoyé des liens aux documentations importantes que j'ai déposées à l'administration. C'est vrai, j'ai oublié de le faire. Pour gagner la motion sur la comité service à la clientèle, qui a toujours fait des réunions en public, jusqu'à temps que Craig Sauvé est devenu président, et elle prend une motion au conseil, ça prend 2 motions avant que c'était accepté. Avec la motion sur la meilleure information, ça prend pas une motion, mais 2 motions. Donc, si M. De Sousa est d'accord, j'aimerais reporter cette motion au mois prochain pour permettre des discussions avec M. Caldwell et trouver une façon laquelle le Conseil peut avoir un vrai portrait de la perte de revenus. Je vais l'envoyer la documentation à Louis. Je suis prêt de le rencontrer. Je suis prêt de rencontrer le STM. Donc, je propose, appuyé par Alan De Sousa, de reporter ces motions à la prochaine Conseil. Merci. Monsieur le greffier m'informe qu'en vertu de l'article 88, ça prend un consentement de la majorité pour reporter ce point. Exactement. Monsieur Limoges, c'est pour ça que vous êtes debout. Mon nom au tableau, c'est que la majorité ne le donne pas. Nous allons en disposer maintenant. Alors, on ne pourra pas reporter votre point, Monsieur Rotran. Donc, et nous allons devoir procéder. Je suis obligé de demander un vote. Je vais resoumettre la motion pour le mois prochain, quand même. Donc, si c'est rapporté ou non, évite pas le débat. Et je suis toujours prêt de rencontrer M. Caldwell
Bon, ok. Je vais retirer la motion et je vais le resoumettre pour le mois prochain. Quand même, j'ai le droit de le faire. C'est ça. Je me suis peut-être mal exprimée, mais si vous voulez retirer votre motion, vous devez absolument avoir le consentement de la majorité des membres puisque la présentation de votre point vient d'être faite. Si vous avez voulu le retirer sans le consentement de la majorité, il aurait fallu le faire avant votre présentation. Mais puisque votre présentation a déjà été faite, je ne peux pas accepter sans le consentement de la majorité. Alors, dans ce cas-ci, monsieur le leader, madame la leader. Votre choix, François. OK. Alors, monsieur le leader, on procède? OK. Alors, on procède, monsieur Rotron. OK. Madame la Présidente, je dépose comme mon droit de le faire une motion pour le prochain conseil appuyée par M. Alan de Souza, intitulée « Motion visant à réclamer que des mesures soient prises pour garantir à la population que la STM n'est pas privée de revenus importants à cause de la fraude relative au titre de transport. » Merci. Et pour la motion actuelle, je demande un vote enregistré appuyé par M. Alan de Souza. Alors, un vote enregistré, nominal. On va faire sonner les cloches et ouvrir les portes. C'est demandé par Rotron, appuyé par M. de Souza. Merci beaucoup. On va fermer les portes et arrêter les cloches. Alors, nous allons procéder au vote de la motion. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanou, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Tullier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Marinacci, Madame Bonanovic, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin. Je vous demanderai de garder le silence, s'il vous plaît, pendant le vote. Merci. Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boisvert-Roy, Monsieur Mielet, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame pour
Madame Fumagalli. Monsieur Rapana. Je vous demanderai de garder le silence, s'il vous plaît. Monsieur Rapana. Monsieur Roitran. Pour 20 contre 33, la motion est rejetée. Ce qui nous amène au prochain point. Ah oui, excusez-moi, on ouvre les portes. Merci. Alors, ce qui nous amène au prochain point, Monsieur Roitran. Merci, Madame la Présidente. Une société qui ne peut pas accommoder le changement ne va pas réussir. Le Montréal d'aujourd'hui n'est pas le Montréal d'il y a 50 ans. Et je pense qu'on a beaucoup plus en commun avec les grandes villes canadiennes, soit Toronto et Vancouver, que le reste du Québec. En population, la démographie de Montréal, 33% de la population sont des minorités visibles. Il y a un large nombre de Montréalaises qui appartiennent aux minorités religieuses et pour lesquelles les symboles religieux sont une valeur fondamentale, une partie fondamentale de leur identité. Le SPVM a fait des efforts, mais malgré ça, ne reflète pas la réalité de la population de Montréal. J'ai reçu une lettre de Mme Simonetta Barth de la SPVM en octobre 2016 indiquant que la force est ouverte à intégrer les personnes portant turban, hijab, kippa, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas de progrès. En janvier 2018, j'ai voulu savoir la position de l'administration municipale. J'ai écrit à Mme Nathalie Goulet. Je n'ai jamais reçu une réponse. En avril 2018, en conférence de presse, j'ai indiqué aux journalistes que j'appuie des modifications mineures aux règles de uniforme parce que ce semble ce qui arrive presque partout en Amérique du Nord pour assurer que les forces policières peuvent attirer des candidats qualifiés qui proviennent des minorités religieuses. Et j'étais ravi que Mme Plante, la mairesse, a dit dans les médias qu'elle est en faveur de cette proposition. Mais rien n'est arrivé. J'ai écrit à M. Alex Norris, président de la Commission de sécurité publique, l'invitant d'amener ça à la Commission, mais je n'ai pas eu une réponse. Donc, je pense important d'avoir ce débat et effectivement de ne pas appuyer les minorités seulement dans l'abstrait, mais dans le concret aussi. Ailleurs, ce débat a commencé il y a presque 30 ans. Le JRC a changé ses règles en 1989 pour permettre aux gens de porter un turban. Ils ont changé leurs règles pour approuver un modèle de hijab que les officiers peuvent porter en 2015. Et leur exemple n'est pas seul. La ville de Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver a les règles semblables. New York vient d'embaucher sa première femme sikh en turban. Ils ont déjà plus que 100 officiers sikhs en turban. À Washington, les règles sont encore plus ouvertes qu'en New York. Et même, il y a des petites villes dans les États-Unis, comme Modesto en Californie, qui apprennent des gestes pour faire une approche aux personnes intéressées dans une carrière comme un officier de la paix qui est qualifié, qui veut servir la communauté, mais est empêché par le fait que les règles de uniforme permettent pas la porte de certains symboles religieux. The Canadian military and the U.S. military have for a long time been leaders. If you do any research at all, you will find that the uniform rules have been modified years ago to attract minorities. I invite the Council to look at Harjit Singh Sajjan, who is Canada's Minister of Defence. He is a proud Sikh and he wears a turban. I'd like the Council to also know he served many years as a police detective in Vancouver, then as a Canadian soldier where he was decorated in Afghanistan. He is now our Minister of Defence. But had he wanted to work for the SPVM, he would have been unable to do so simply because of the uniform rules.
Madam President, there should be only 2 questions. Il faut avoir seulement 2 questions. One, can officers wearing religious symbols fulfill their duty professionally and in complete security to themselves and to the public? La réponse partout est oui. J'ai eu un courriel de la ville d'Ottawa qui dit ils ont changé les règles, ils ont des officiers qui portent des symboles religieux, ils font leur job efficacement et en toute sécurité à eux et à le public. La deuxième question, est-ce que ça va aider de recruter des minorités et assurer que les services de police locales mieux reflètent la population, va effectivement créer une atmosphère de confiance entre le service de police et les minorités? La réponse ailleurs est l'expérience est très positive et c'est une oui. Je dépose quelques documents, Madame la Présidente. Je ne vais pas toutes les lire, mais c'est une preuve que toutes les villes que j'ai énumérées et plus, effectivement, changé les règles. Mais je vais lire quelques mots d'une lettre que j'ai eue de la chef de police de la ville d'Edmonton. I'm just going to read part of the response. He confirmed that hijabs, turbans are allowed, and they do have officers who wear them. I'm just going to read one question. I wrote and asked, is there any indication that the public treats officers who wear religious coverings any differently than other officers in your police force? And he had Staff Sergeant Robinder Gill, who's a Sikh and wears a turban, answer me. Any new officer who presents different religious headgear, color, gender, sexual orientation, etc., will face racism, bigotry, and discrimination from a certain mindset of the public. Keep in mind, this is nothing new for underrepresented officers, as they face the verbal commentary their entire life and are prepared for the reality as a police officer. At times, having an officer who is a representative of a certain demographic within a community can be an incredible asset to making inroads and developing trust with that community. J'aimerais déposer cette lettre. J'invite le greffier quand même de me faire une copie. C'est mon original, je n'ai pas une copie. I want to say there are people here in Montreal, young people, who want to serve. Last year, we learned about a young girl in police technology who wants to be an officer for the SPVM. She doesn't want to work for the GRC, for the RCMP. She could be hired when she finishes for the RCMP, but she wants to be a Montreal police officer. There's a young Sikh boy who was interviewed by CBC. He wants to be an SPVM officer. Mais sans ces changements, ces personnes vont être barrées pour tout temps de la STM. Madame la Présidente, j'invite le Conseil de faire ce qui est correct, ce qui est logique et qui fait suite à la motion de laïcité ouverte que nous avons adoptée le mois dernier. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Rotran. Madame Filato, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je tiens à rappeler qu'au moment où l'on se parle, la mairesse de Montréal et M. Baudry sont à la commission parlementaire pour témoigner justement de la position montréalaise sur le projet de loi 21. En faisant une déclaration conjointe le mois dernier qui a été adoptée à l'unanimité, je le rappelle, la mairesse et le chef de l'opposition officielle nous ont encouragés à s'élever au-dessus du débat et surtout à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Avec cette motion, respectueusement, M. Rotran fait tout le contraire. Il sait très bien qu'un changement à une politique du SPVM n'est aucunement applicable face à une loi provinciale qui est en voie de réaction et surtout en processus de consultation. Donc, cette motion, selon nous, est une forme de provocation pure et simple. C'est une forme de provocation qui n'aide en rien le débat, qui se veut constructif, qui se veut positif, et ça n'aide en rien également le climat actuel qui entoure le débat. Donc, je demanderai, Madame la Présidente, à M. Rotran et à Mme Fumagalli de retirer leur motion avant même que les élus aient à se prononcer. Merci. Merci beaucoup, Mme Filato. Monsieur le chef de l'opposition. Je vais être très bref. On comprend les préoccupations de M. Rotran. On partage les mêmes préoccupations. Je comprends la position de
de l'administration et de Mme Filato également. Toutefois, nous pensons question d'être conséquent. On ne veut pas envenimer le débat, mais on pense que c'est important d'être conséquent à cet égard-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Rattrand. Madame la Présidente, j'ai entendu le discours de Mme Filiotto. Je dis que le projet de loi est seulement un projet de loi. Ce n'est pas adopté. On est avant le projet de loi. Je ne sais pas si ça va être adopté, modifié ou quoi. Ou si adopté, si se tienne, c'est presque certain qu'il y a des contestations légales. Cette loi me semble une loi qui peut être challengée selon la Charte canadienne des droits et libertés. Il y a quelques articles qui effectivement mettent en doute ce projet de loi. Mais un jour, Montréal doit changer. On est une ville cosmopolite. On doit suivre l'exemple de toutes les autres. C'est ici où les immigrants, les personnes de notre diversité habitent, pas en région. Et c'est ici que la loi 21 frappe. C'est ici qu'on doit effectivement amener le changement qui va intégrer les gens. Le candidat qui doit être embauché doit être le meilleur candidat, le candidat le plus qualifié, et pas le candidat qui n'est pas d'une minorité religieuse. Ces gens ne doivent pas être exclus. M. Caldwell, plus tôt, dans son amendement à la motion de M. de Sousa, est prêt de confronter le gouvernement. Le gouvernement a dit non à la ARTM. M. Caldwell a dit oui, ça doit être dans l'amendement. La mairesse est prête de confronter le gouvernement dans les questions de cannabis, de taxis, de la ligne rose, des autres dossiers. Je comprends mal la réticence de prendre position forte et claire sur la loi 21. Mais quand même, je ne parle pas de la loi 21, je parle de la SPVM aujourd'hui et la nécessité d'avoir une politique qui reflète les Montréalais sur notre territoire actuellement et celles qui pourraient choisir d'être un policier comme leur carrière. Madame la Présidente, avec l'appui de Mme Fumagalli, je demande un vote main levée. Merci beaucoup, M. Rattrand. Alors, un vote à main levée a été demandé. Donc, nous allons y procéder. Monsieur le greffier. Alors, toutes les personnes qui sont pour la motion. Toutes les personnes qui sont contre. Pour 19, contre 32, la motion est rejetée. Alors, ceci était le dernier point de notre ordre du jour. C'est vrai, il reste des points en suspens. Merci. Monsieur le leader. Je vais commencer, Madame la Présidente, par proposer une prolongation de 15 minutes au Conseil. Oui, ça nous parfait. Laisse... C'est accepté. Continuons. Parfait. Ce qui m'amène à appeler le point 404, qui est le dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la loi des cités et villes et qui n'ont pas été publiés pour la période de janvier 2015 à avril 2019. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Alors, la parole à Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme est expliqué dans la note explicative, c'est une situation assez inusitée, assez inattendue, où, suite à une anomalie, il y a eu une découverte, comme quoi il y a une faille dans le système, une faille dans la façon qu'on puisse colliger l'information de l'interne
des services de l'approvisionnement pour ensuite les transmettre au service de grève, pour ensuite les publier et les soumettre ici à chaque mois. C'est quelque chose qui date, d'après la note explicative, depuis au moins 2015. Suite à la découverte de cette anomalie, il y a eu un effort important de la part des services pour justement essayer de mettre à jour toute l'information, tous les contrats. On envoie 1500 sur 60 millions. Ça peut être dépendamment des valeurs, des catégories plutôt, 560 contrats pour 50 millions. Le premier point que j'aimerais souligner, Madame la Présidente, c'est la reconnaissance. La reconnaissance qu'on a découvert cette faille, cette anomalie, suite à l'enquête journalistique de Mme Lina Goulaï de Montreal Gazette. C'était suite à une enquête sur les contrats de décision déléguée de Melimax que, suite à des discussions qu'elle a eues avec les services, avec la ville, et ensuite avec la compagnie d'assurance, la caution, qu'elle a pu découvrir un contrat qui n'était pas listé ni sur les vues de le contrat, ni qui avait été déposé au Conseil. Et je pense que c'est important de le souligner, de le reconnaître comme un apport dans notre société et à démontrer à quel point que tout le monde, ou plutôt lorsqu'on a des enquêtes indépendantes journalistiques, on y gagne tous au change. Maintenant, cette situation, c'est une situation qui date depuis 2015, comme je l'ai mentionné. Donc, ce n'est pas une question de savoir le comment, le pourquoi. On a appris, d'après la note explicative, le pourquoi. Mais suite à notre demande de plénière hier, l'administration nous a offert une séance d'information ce matin, dont on y est allé, et on a pu demander plus d'informations. Suite aux réponses du membre du service de l'approvisionnement, on ne sait pas si la situation date seulement depuis 2015. Donc, il n'a pas pu confirmer, ça va dépendre, et ça peut exiger énormément d'efforts à cet égard-là. On nous confirme que le problème à l'intérieur de Cimon n'est pas réglé. On nous confirme qu'il y a un comité de travail qui est en place afin de s'assurer de la conformité de la loi. Il y a eu également une décision de revoir la mécanique, de revoir le logiciel, de voir les opportunités. Il y a une question assez technique. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de la définition d'un contrat ou non? Il y a évidemment des questions concernant qu'est-ce qui doit être inclus. Ce n'est pas clair. Et il y aura des mises à jour. On est informé qu'il y aura des mises à jour à venir et qu'il y a éventuellement des décisions à prendre. Lorsque j'ai posé la question, est-ce que cette problématique pourrait s'étendre à d'autres bases de données, à d'autres applications, on a pu me le confirmer. Alors pour nous, c'est une question de transparence, une question d'imputabilité, je pense qu'on est tous d'accord, et j'espère que l'administration va faire preuve de transparence à cet égard. J'ai deux demandes à faire. Le comité de travail qui a été mis en place parle d'un rapport, un rapport plus détaillé à cet égard-là. Donc j'ai informé M. Limoges comme quoi on fait une demande formelle de l'obtenir, et évidemment de tout rapport à venir à cet égard-là, pour qu'on puisse s'assurer ensemble que les décisions déléguées soient bien déposées à cet égard-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Madame Thuillier, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur ce dossier. Il n'y a pas de droit de réplique. Effectivement, merci. On revient au 4, au tout début du Conseil. Alors, écoutez, des remerciements. J'irai un peu dans le même sens que le chef de l'opposition pour commencer. Des remerciements pour Linda Goulaï. On connaît son travail d'enquête journalistique qui lui a permis effectivement de voir que depuis 2015, il y avait un bug dans le système informatique. Donc, on connaît tous ici l'informatique. Ça va bien quand ça va bien. Puis quand ça ne marche pas, c'est pas évident de savoir où est le bobo. Alors, un grand merci au formidable travail qui a été fait par les services pour trouver l'erreur, parce que ça a été vraiment tout un défi de trouver l'erreur. Puis une fois qu'on sait quelle est l'erreur, c'est facile de la corriger. Donc, je remercie aussi les services qui ont fait la présentation ce matin, qui ont expliqué la technicalité, la logistique qui a fait en sorte
que plusieurs décisions déléguées, finalement, n'ont pas été versées dans le bon système pendant toutes ces années. Et évidemment, c'est une question de transparence. Je pense que l'administration est très engagée envers la transparence. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on dépose au complet tous les dossiers qui, depuis 2015, n'avaient pas été déposés. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Thuillier. Monsieur. Rien que pour remercier les services, l'approvisionnement, mais également le service de greffe et plus particulièrement Maître Benoît Dagenet. Lorsque cet enjeu est venu, lorsque Linda Goulay a reçu des réponses, elle m'a demandé mon opinion. Moi, j'ai dit que ça n'avait pas de sens. J'ai téléphoné Maître Dagenet. Il m'a donné l'heure juste immédiatement. Je voulais le souligner. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, c'est adopté. Monsieur le leader, il restait un autre point. Madame la Présidente, il reste un seul point qui est le 80-65-01, qui est la motion du conseiller Rouleau au Conseil d'Aglo qu'on avait mis sur la glace hier. Je réitère. Et Madame la Présidente, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a une rencontre avec les gens de l'agglomération statutaire le lundi qui précède le conseil municipal en vue du conseil d'agglo du jeudi après-midi. J'ai rencontré donc M. Rouleau hier matin et on a discuté de sa motion et on a discuté qu'on avait un amendement à apporter. Ce n'est pas, contrairement à ce que M. Rotran laissait entendre hier, ce n'était pas là parce que je veux l'amender en secret. M. Rouleau sait que nous voulons amender sa motion et nous voudrions, comme nous l'avons fait avec l'opposition, comme nous le faisons des fois, travailler avec lui demain et jeudi pour arriver à un amendement qui le satisfasse lui aussi. C'est un amendement de la même nature que celui qu'on a apporté à 6506. Alors, je réitère que si nous amendons la motion maintenant ou que si nous la changeons maintenant, elle arrive déjà ficelée dans l'ordre du jour du Conseil d'agglomération. Nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons inscrire le point. Alors, pour cette raison, Monsieur le Président, Madame la Présidente, excusez-moi, on commence à être fatigué. J'amène le point et je souhaite qu'il passe tel quel, sans amendement, sans modification, et qu'il soit simplement inscrit à l'ordre du jour du Conseil d'agglomération, sans orientation. Merci, Monsieur le leader. Madame Thuillier? Oui, Madame la Présidente, je pose la question préalable sur ce point. Alors, la question préalable est demandée. Bon, Monsieur Le Rotran, une question de règlement. Allez-y. Madame la Présidente, hier, j'ai soulevé une question règlement qui n'était pas répondue. Je prétends que la motion est pas recevable, étant donné articles 109 et 111 de le règlement. Les versions antérieures de notre règlement étaient claires. C'est noir en blanc dans les versions initiales de le règlement que chaque motion doit terminer dans un vote sur la motion, sauf si un autre article dans le règlement permet une autre action. Article 35 donne certains pouvoirs au leader de la majorité. Article 80 donne des autres pouvoirs, envoyer une commission, reporter phase ultérieure, reporter à la prochaine conseil, etc. Mais il n'y a rien dans notre règlement qui est la Bible. Le document que vous avez en main, it doesn't have preemption power over our own bylaw. Our bylaw gives me the right to vote. And I was not party of any discussions. Monsieur Limoges a dit il y a discussion parmi les leaders. Je n'étais pas informé. Monsieur Rapana n'était pas informé. Madame Fumagalli n'était pas informée. Il y a des indépendants dans ces salles aussi. Et nous sommes ici à part égale. On a les mêmes droits que celles qui sont représentées par les leaders. Donc, je vous soumets que la motion n'est pas recevable, qu'il y a une contradiction entre les règlements des procédures, les documents devant vous autres, et dans ces cas, what should take priority is our bylaw and my right, which has never been explicitly suppressed, to be able to call either for a registered vote, a main levée vote, or to inscribe my dissidence. But I'm losing those rights, and I consider that serious. Merci. Merci, Monsieur Rotran. Alors, j'entends votre point. Cependant, la loi a quand même préséance sur nos règlements municipaux et notamment dans le cadre de cette loi-ci, Monsieur le greffier m'informe qu'elle a préséance sur nos règlements et donc l'article 62 doit être pris en préséance à notre règlement municipal.
Donc, sur ça, je vais prendre votre demande pour la question préalable, appuyée par M. Limoges. Vote demandé sur la question préalable. Alors, le vote est demandé sur la question préalable. On va faire un vote. Appuyé par qui, votre vote? Appuyé par M. Rapana, un vote sur la question préalable. Donc, on va procéder à un vote à main levée. Donc, toutes les personnes qui sont pour, levez votre main. Pour la question préalable. Toutes les personnes qui sont contre le vote le vote préalable. La question préalable. Pour 44, contre 3, la question préalable est acceptée. Et donc, maintenant, on va procéder au vote sur le point. Parfait. Alors, le point est adopté. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, merci beaucoup pour votre collaboration. Bonne soirée.